Chromosome B. Savoir. Idée. Réflexion. Le podcast des éditions Henrik B. Agitateur de neurones. Chromosome B. Tout le monde se gratte, se perce les boutons, les points noirs, les points blancs. Mais qu'en est-il lorsqu'on ne peut pas s'en empêcher ? Qu'en est-il lorsque les imperfections de la peau deviennent une obsession et que, une fois le rituel du triturage commencé, il devient impossible de s'arrêter, comme pris dans une transe durant laquelle le temps est suspendu. Les crises de dermatillomanie peuvent durer des heures, créant des lésions cutanées importantes et parfois irréversibles, influant sur la vie sociale des personnes qui en sont victimes. Longtemps absente des classifications diagnostiques, psychologiques et psychiatriques, la dermatillomanie est finalement reconnue depuis quelques années comme un trouble à part entière. Sa connaissance reste malgré tout peu répandue chez les patients comme chez les professionnels de santé. Isolés dans l'incompréhension et la honte, les patients, avant d'être diagnostiqués, ont généralement tout essayé pour arrêter ces gestes qui les apaisent, mais les détruisent à la fois. Comprendre le fonctionnement de ce trouble, dans son aspect psychosomatique, comportemental et analytique, lui donner un nom pour pouvoir en parler à son entourage et aux professionnels de santé, est déjà une première étape vers le soin et la bienveillance envers soi-même. Chromosome B. Alexandra Lecard, vous êtes psychologue clinicienne, formatrice et conférencière. Vous découvrez la dermatillomanie grâce à un patient en 2009 et dès lors vous décidez de vous intéresser à ce trouble non connu en France. Initiée à la langue des signes pendant vos études de psychologie, votre clinique s'oriente très tôt vers le corps qui parle. Psychothérapeute intégrative, vous êtes praticienne en EMDR, je vous demanderai d'en parler un peu dans le cours de notre entretien, ainsi que de la thérapie existentielle et la thérapie par exposition à la réalité virtuelle, la TERV. Vous exercez en libéral à Paris, dans le Centre de thérapie intégrative et nouvelles technologies, le CTINT, que vous avez fondé en 2020. Alexandra Lecard, bonjour. Bonjour Sylvano. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui, comme moi, vont découvrir avec votre livre que se gratter les boutons, c'est non seulement un comportement dans le sens scientifique, mais que ça peut facilement devenir un trouble comportemental, voire plus. Vous n'avez pas de formation en dermatologie et pourtant c'est vous, une psychologue clinicienne, qui nous parle de ce sujet. Pourquoi et comment ce problème s'est présenté à vous ? Oui, effectivement, c'est une belle histoire. C'est présenté un petit peu par hasard, je dois l'avouer. Je venais d'ouvrir mon cabinet en 2009, fraîchement diplômée de psychologie. Et dans mon cabinet libéral, j'avais une patiente qui essayait de me parler d'un skin picking. Et comme je connaissais pas, j'étais un petit peu gênée, je pensais que c'était très connu. Donc on en a parlé un petit peu ensemble et dès que la séance est terminée, j'ai été regarder un petit peu sur internet ce que c'était. Et là j'ai découvert qu'il n'y avait pas grand chose, voire rien en français à l'époque. Et donc je regardais un petit peu sur les sites américains. Et puis j'ai un petit peu laissé tomber, mais elle m'en parlait de temps en temps en séance. J'ai découvert avec elle principalement, donc j'ai beaucoup appris. Et 2-3 mois après, j'ai une patiente que je suivais depuis un moment en thérapie qui essayait de me mettre sur la piste et elle essayait de me parler d'un comportement dont elle avait honte, qui consistait en le fait de beaucoup se triturer la peau, principalement le soir. Elle n'osait pas beaucoup m'en parler et c'est là que je lui ai parlé un petit peu naturellement du skin picking. Et en fait, elle s'est effondrée en pleurs. Elle m'a dit mais comment ça aurait un nom ? Voilà, donc là j'étais un petit peu surprise de sa réaction. Je pensais qu'elle connaissait et que c'est pour ça qu'elle m'en parlait. Ça lui a fait beaucoup de bien et c'est principalement ce soulagement qui m'a donné envie de creuser un petit peu plus. Et encore quelques mois après, donc plusieurs patients dans la même année de l'ouverture de mon cabinet
pareil, qui essayait de me parler de ses triturages de peau, qui lui causaient beaucoup de soucis dans les relations sociales, des soucis psychologiques et des problèmes dermatologiques évidemment. Et donc je lui dis bah écoutez, est-ce que c'est un lien avec le skin picking? Voilà, et troisième fois, la même réaction, elle s'est effondrée en pleurs. Et elle m'a dit, pareil, mais comment ça, c'est un nom? Ah voilà, alors là je me suis dit, bon, alors ils sont combien à avoir ce comportement et pas savoir que c'est un nom, ou que voilà, en tout cas ça avait l'air d'exister déjà aux États-Unis ou en Amérique du Nord en tout cas. Et là je me suis mise à peu près 1 an après à vraiment faire des recherches dans les articles scientifiques, voilà, à creuser beaucoup plus. Alors, vous employez aujourd'hui ces termes et on les retrouve tout au long de votre ouvrage, le skin picking, les triturages incontrôlés. Il y a beaucoup d'autres termes aujourd'hui, mais à l'époque, il n'y avait rien dans le lexique au moment où vous commenciez à vous intéresser dans le lexique de la psychologie. Il fallait être créatif et inventer des échelles d'évaluation. Est-on dans un trouble comportemental ? Alors, c'est une très bonne question, puisque pendant des années, je l'ai pris comme un petit comportement... un peu comme les patients disent, une mauvaise habitude. Mais c'est vrai que j'ai une formation de psychologue clinicienne et on nous a appris à pouvoir identifier des comportements ou même des pathologies qui ont les mêmes causes souvent, les déclencheurs, les mêmes conséquences, les mêmes signes et symptômes. Et je m'étais aperçue que le skin picking ou dermatillomania, on appelait ça à l'époque, c'était le cas. Il y avait vraiment des causes que je commençais à retrouver, identiques, les conséquences également, les signes et symptômes pareil, et j'ai commencé un petit peu naturellement à regrouper un petit peu tout ça. Ça m'a intéressée très tôt. C'est vrai que c'est un comportement sur la peau et c'est pas un trouble du coup qu'on a appris à l'université à l'époque en tout cas. C'était pas encore classé dans le DSM. Et c'est vrai que le lien à la peau et le fait qu'il y avait beaucoup de femmes aussi m'a intéressée. Un petit peu au fur et à mesure. Voilà, ça m'a pris plusieurs années. Vous expliquez il y a quelques instants, vous racontez cette histoire dans le livre, cette patiente qui s'est mise à pleurer parce que vous reconnaissiez qu'il y avait un trouble là et qu'il y avait donc peut-être une cure. Qu'est-ce que le CRCC, les comportements répétitifs centrés sur le corps? Il y a un centre à Paris qui s'occupe de ça. Oui, tout à fait. C'est le centre que j'ai ouvert en 2020. Alors donc je continue de creuser un petit peu mes recherches. Il y avait une poignée d'articles en français, notamment le docteur Misery en Bretagne, qui travaille déjà dessus, qui est un grand dermatologue, qui faisait des groupes de parole, je me rappelle à l'époque. Voilà, donc je regarde un petit peu avec ça parce que moi, j'avais des patients. Et je savais pas comment les aider. Je suis tombée sur une famille de comportements qui s'appelle les BFRB, donc les Body Focused Repetitive Behaviors, et qui se traduit par CRCC en français, les comportements répétitifs centrés sur le corps. Je me suis aperçue que la trichotillomanie, que je connaissais déjà, en faisait partie, que la dermatillomania, du coup, était dedans, et également l'onychophagie, le fait de se mordiller, de se ronger les ongles ou se mordiller la peau des doigts, ainsi que le mordillement des lèvres et de l'intérieur des joues. Ça peut être des comportements anodins, vous le disiez il y a quelques instants, mais il y a un moment où ça devient des troubles comportementaux. À quel moment on doit se poser la question? Les CRCC, donc, c'est des comportements de self-grooming, donc d'auto-toilettage. Donc effectivement, tout le monde se triture un petit peu les boutons dans sa salle de bain ou devant un miroir, ou se gratte un petit peu la peau, c'est une petite croûte, effectivement. On peut être amené également à tirer des cheveux ou enlever un cheveu blanc ou une fourche, ou à se mordiller, à se ronger un ongle, Donc ça, il n'y a pas de souci. Il faut rappeler que c'est des comportements tout à fait normaux, hygiéniques, d'auto-toilettage. Le problème, c'est que quand on le fait toute la journée, en permanence, toute la semaine, tout au long de l'année, avec des petites pauses parce que c'est assez cyclique les CRCC, mais ça pose des problèmes notamment dermatologiques, on pourrait dire presque en premier, c'est très visible, et également du coup des problèmes psychologiques. La personne se rend compte qu'elle peut pas s'arrêter de le faire quand elle le souhaite, qu'elle passe beaucoup de temps à se gratter ou à se triturer et après à camoufler la peau par du maquillage, à commencer à acheter de plus en plus de crème également, à aller beaucoup chez le dermatologue. Il y a une vraie détresse psychologique qui arrive et qui met la personne, elle est complètement perturbée psychiquement, puisqu'on peut avoir tout à fait une dépression associée à une dermatillomanie.
Les conséquences sont assez nombreuses, parce qu'un trouble psychologique, c'est invisible, hein. Mais notamment les CRCC ou d'autres troubles psychologiques parfois sont visibles parce qu'il y a des traces sur le corps. Et là, c'est le cas des CRCC. La dermatillomanie, ça fait beaucoup de dégâts dermatologiques si les triturages sont sévères. Et la personne peut être en réelle détresse psycho-dermatologique, hein, voire médicale. Chromosome B. Mais le bateau se taille et je vois que je déraille. Et je reste dans mon trou à faire des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, 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 de petits trous, de petits trous. Je pense que beaucoup de personnes, Alexandra Lecard, comme moi, qui vont voir le titre « Arrête de te gratter », qui semble un titre presque léger, vont être très intriguées parce que je me suis rendu compte en découvrant votre livre que j'avais autour de moi des personnes, y compris des personnes très proches, où je n'avais jamais identifié que c'était un trouble comportemental. Je voudrais préciser que dans votre livre, il y a un aspect très intéressant, c'est qu'il y a des exercices, des questionnaires d'évaluation pour savoir. Alors justement, est-ce qu'il y a des résistances, un déni chez ces personnes ? Je sais que la réponse est oui, parce que les personnes dont je viens de vous parler dans mon entourage ne se rendent absolument pas compte qu'elles sont dans une exagération comportementale. Donc je vous pose cette question. Y a-t-il un déni chez les personnes qui sont dans ces troubles comportementaux ? Oui, tout à fait. Alors je ne sais pas si on peut appeler ça le déni, parce que c'est vrai que c'est un trouble qui n'est pas encore très très connu. Donc c'est aussi le rôle de la société, des professionnels de la santé mentale d'en parler. Donc forcément, ces personnes ne savent pas que ça peut être une pathologie, en fait, que le comportement un petit peu normal et anodin à la base peut devenir un TOC, puisque c'est classé dans les TOC maintenant. Je ne sais pas si c'est du déni. Après, c'est vrai qu'il y a une part de... Comme c'est un comportement qui se fait sur son propre corps, la personne a tendance à penser, et c'est le cas si c'est pas un trouble sévère évidemment, hein, qu'elle pourra arrêter à tout moment. Contrôler ses mains, parce que c'est ses mains, c'est son corps. C'est vrai, les patients m'ont souvent dit, il suffit que j'aille pas dans la salle de bain ou que je me triture pas, que je mette pas mes mains sur mon corps, tout simplement. Le problème, c'est que il y a beaucoup de soulagement induit par ce comportement, qui est vraiment classé dans les TOC maintenant depuis 2013, avec une version traduite du DSM en 2015. Hein, donc c'est un trouble qui est classé depuis assez récemment. Donc un mélange peut-être de déni, qu'on peut arrêter un comportement pathologique un peu du jour au lendemain, bien qu'il y ait des patients qui aient trouvé leur propre stratégie et qui aient trouvé des améliorations. Mais souvent, c'est bien classé dans les TOC aujourd'hui parce que y a une réelle obsession de la peau, de l'apparence, et notamment d'une peau imparfaite. Il y a vraiment un lien avec le profil perfectionniste, hein. Souvent des personnes qui sont atteintes de ce TOC. Et c'est assez difficile d'arrêter tout seul. Donc, comme dans tout processus de changement, bien sûr, il y a sûrement du déni au début, notamment parce que la dermatillomanie sera probablement plutôt une addiction comportementale, hein, plutôt qu'un TOC. Aussi, donc, on souligne un manque d'information, hein. Et ensuite, la croyance qu'on peut arrêter tout seul, en tout cas, on a très envie de le faire. Et puis finalement, parfois se rendre compte que peut-être on a besoin d'aide et maintenant il y en a, donc ça c'est vraiment bien. En tout cas, c'est la phrase que les personnes qui sont dans cette situation-là entendent certainement à longueur de journée, c'est « arrête de te gratter ». C'est vraiment la phrase, c'est ce que me disent les patients, hein. C'est pour ça que c'est eux qui m'ont inspiré le titre, évidemment. Tout le livre est inspiré de leurs témoignages, hein. C'est eux qui m'ont tout appris, hein, donc je les remercie. Vraiment, c'est une belle aventure de découvrir comme ça un trouble et d'aider des personnes qui sont dans l'isolement et la honte. Donc on m'a souvent dit que ce soit la famille ou les professionnels, un petit peu partout, ils ont toujours entendu arrête de te gratter. Bon. Vous venez d'évoquer il y a quelques instants, Alexandra Lecard, il y a un chapitre qui est consacré à une analogie que vous faites avec l'addiction. En quoi c'est pertinent de traiter la dermatillomanie comme telle ? Vous proposez même dans le livre des exercices ou des pistes d'exercices que vous appelez pour apprendre à maîtriser ou à prévenir. Une addiction donc ? Oui, ce serait probablement une addiction. D'ailleurs, le docteur Seznec, un psychiatre qui travaille sur la trichotillomanie, avait écrit un article et on a eu l'occasion d'échanger ensemble. Et pour lui, la trichotillomanie est une addiction comportementale. Pour moi également, parce qu'en fait, alors c'est parfois ritualisé, mais c'est souvent
plutôt impulsif que compulsif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pensée avant, la personne n'a pas du tout envie de le faire. Et en fait, c'est soit les mains qui se baladent sur le corps et qui trouvent une imperfection, qui l'arrachent un petit peu automatiquement, en état de semi-conscience. Ou alors l'envie de résister, de se mettre devant le miroir. Et en fait, la personne craque au dernier moment. Donc elle met tout en œuvre, toute la journée. C'est vraiment un combat au quotidien pour pas craquer, pour pas toucher. C'est même plus ne pas triturer ou gratter, c'est ne plus même toucher sa peau. Ne plus être en contact avec soi-même, donc ça c'est vraiment un problème, une souffrance. Et ensuite, de rentrer dans un état de crise qui rappelle les addictions aussi, mais surtout, en fait, je me suis aperçue, après des années bien sûr, qu'en fait il y avait du plaisir dans le comportement, de la satisfaction, du soulagement. En fait, le comportement apporte quelque chose de positif. Là, on pourrait parler de déni, puisque d'ailleurs mes patients ont mis un petit peu des années en fait, à me le dire, parce qu'elles ont honte d'avoir du plaisir, parce qu'elles n'ont pas du plaisir à s'amochir ou à se faire du mal et à avoir des blessures sur leur corps. Elles ont du plaisir à enlever quelque chose d'imparfait sur elles. Vous parlez, là aussi vous venez de l'évoquer, de la place du miroir dans ce trouble. Vous dites qu'à la fois il est salvateur et révélateur d'une estime de soi défaillante. Plus loin, vous parlez de perfectionnisme, de vérification, de purification. Quelle est l'importance de cet aspect-là dans le comportement de la dermatillomanie ? La relation avec le corps, en fait. Oui, alors la relation avec le corps est le reflet de soi-même. Donc évidemment le miroir. Bon, déjà parce qu'on a besoin d'un miroir pour se triturer le visage notamment, pour avoir un reflet, pouvoir se voir. C'est souvent des gros miroirs grossissants, malheureusement, ce qui est un facteur aggravant pour ce trouble. Et effectivement, le miroir, parce qu'il y a une réelle problématique d'image et d'apparence, de reflet vis-à-vis de soi-même, mais aussi de ce qu'on dégage comme image, ce qu'on renvoie à l'autre. Souvent, les patients parlent du fait d'être non présentable, mais de manière physique, mais aussi psychologique. C'est des personnes qui ont souvent une faible estime d'elles-mêmes et le triturage viendrait pallier à une estime de soi défaillante. Ce serait une manière de se rendre un petit peu plus lisse, plus parfait. Bien évidemment, c'est psychologique et surtout la personne aggrave l'état de sa peau en se triturant comme ça de manière quotidienne. Donc oui, il y a une vraie problématique d'image de soi, effectivement, dans ce trouble qu'on retrouve également dans les troubles alimentaires. Chromosome B. Vous écrivez, Alexandra Lecarte, comprendre la dermatillomanie, une pathologie qui s'exprime par la peau, c'est entendre l'appel à l'aide d'un soi profond qui souffre par tous les pores de la peau. Je voudrais vous demander si les psychologues en France sont enfin équipés pour accompagner les personnes qui souffrent de ces troubles. Alors oui, de plus en plus, puisque c'est vrai que la dermatillomanie se traite très bien par les thérapies cognitives et comportementales, par exemple. La thérapie ACT, la thérapie d'acceptation et d'engagement, également l'hypnose donne de bons résultats, avec un travail analytique un petit peu sur les causes et son passé, notamment les traumatismes. La thérapie cognitive et comportementale est de plus en plus répandue maintenant, donc ça c'est une bonne chose. Après, sur l'aspect de la connaissance du trouble de dermatillomanie, moins. Et c'est dans le DSM maintenant depuis le 2015, la traduction en français, donc ça c'est bien. Il y a certainement beaucoup de thérapeutes qui ont découvert ce trouble en même temps. Et j'ai moi-même formé des psychologues et des thérapeutes en France, un petit peu en Belgique aussi. Donc je propose des formations plusieurs fois dans l'année aux professionnels qui souhaitent se former. C'est ouvert. Donc oui, il y a des formations. Vous évoquez bien sûr les conséquences dermatologiques qui entraînent tout un enchaînement d'autres conséquences, dites-vous, sur la vie sociale, sur la vie sexuelle, sur la santé en général. Est-ce que votre livre s'adresse aussi aux dermatologues, puisqu'après les thérapeutes, est-ce que les dermatologues sont concernés par votre proposition ? Les dermatologues sont concernés puisque les patients vont voir souvent un dermatologue en premier. D'ailleurs, ils y vont souvent dans l'année. Pas tous bien sûr, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu. Donc
c'est vrai que j'ai essayé d'avoir une approche un petit peu dermatologique, notamment pour ces professionnels, ces médecins. Je ne sais pas si j'y suis arrivée, parce que c'est vraiment un champ auquel je n'ai pas été formée, et j'ai essayé de creuser le sujet. Donc j'ai fait vraiment mon maximum pour être accessible aux patients, aux entourages, à mes collègues et puis mes confrères et mes consoeurs, psychologues et thérapeutes, et aussi effectivement un petit peu aux dermatologues. Alors j'ai pas encore eu de retour, mais j'espère que ça leur parlera, et que j'ai essayé de parler la langue un petit peu de tout le monde, puisque comme il n'y avait pas eu de livre avant de professionnels sur ce trouble, j'ai essayé de parler un petit peu plusieurs langues. J'espère que j'y suis arrivée. Alexandra Lecard, comment des techniques qu'on a évoquées tout à l'heure quand je vous ai présenté, on a parlé de Live Movement Desensibilization and Reprocessing, le MDR. Il y a aussi les thérapies existentielles dont on a parlé, les thérapies par exposition à la réalité virtuelle. Pouvez-vous vous dire quelques mots sur ces techniques qui sont peu familières, pour des gens comme moi en tout cas, et en quoi elles peuvent aussi aider des patients qui sont dans des troubles comme la dermatillomanie? Oui, alors en premier, je recommanderais la thérapie cognitive et comportementale, donc qui apporte vraiment beaucoup de résultats, notamment parce que c'est une approche qui montre des résultats significatifs sur les comportements, les addictions, les troubles anxieux. Donc là, on retrouve la dermatillomanie dans son ensemble. Le MDR, je le préconiserais vraiment pour traiter les traumas les traumatismes qui sont sous-jacents aux troubles de dermatillomanie, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, comme souvent dans les troubles psychologiques. Mais c'est vrai qu'on retrouve beaucoup des agressions sexuelles, notamment à la source de ce trouble. Évidemment, un corps qui a été sali, donc on a compris, attaqué, donc avec des intrusions. Donc évidemment, le MDR, vraiment, je recommande. C'est une thérapie. Alors le MDR, juste pour préciser à Alexandra, il s'agit du retraitement de l'information par les mouvements oculaires, c'est ça, Tout à fait. Le MDR consiste en une manière un petit peu pour comprendre un mouvement des yeux avec des stimulations bilatérales alternées, les SBA, ça s'appelle. On peut le faire en tapping aussi sur son corps, sur ses genoux, ou avec des stimulations sonores. Et en stimulant avec tout un protocole qui est très complet, notamment le cerveau gauche et le cerveau droit, de manière alternée. On a accès à des souvenirs et surtout à un retraitement de l'information classée de manière dysfonctionnelle dans le cerveau. Les traumas sont comme ça, un souvenir classé indépendamment dans le cerveau. Aujourd'hui, on le prouve de plus en plus. Et le MDR permet de retraiter ces souvenirs pour les classer parmi d'autres souvenirs, en fait, sans symptômes liés à ce souvenir, en fait. On arrive à apaiser le lien entre la réaction, le fait d'être activé par notamment un souvenir ou un sensoriel, visuel. Et ensuite, donc l'hypnose. Il y a beaucoup de thérapies qui fonctionnent. La thérapie en réalité virtuelle, donc pas encore. Bientôt, parce qu'en fait dans la thérapie en réalité virtuelle que je pratique déjà, mais c'est vrai que là ça traite pas la dermatillomanie, mais c'est en cours. On va avoir la réalité augmentée qui va être En quoi ça consiste, Alexandra? Donc ça fait un petit moment qu'on en parle, notamment avec une entreprise, une société en France qui permet aux professionnels de santé d'avoir accès à la TERV, donc thérapie en réalité virtuelle. Et je sais que bientôt on va avoir la réalité augmentée, donc on va pouvoir par exemple ajouter des boutons ou une apparence imparfaite dans un environnement réel. Là pour l'instant on a un casque. Et c'est comme au cinéma, si vous voulez, vous mettez un casque et vous devez monter une montagne, ou où vous voyez un médecin, où vous voyez de l'alcool, voilà. Bientôt, on va pouvoir assembler le monde réel et le monde virtuel, grâce à un casque. Donc on va pouvoir par exemple se regarder dans le miroir et rajouter dans le programme des imperfections sur le visage, par exemple, et la personne devra apprendre à tolérer son image, à résister. Donc ça, c'est en cours. La psychologie existentielle, pour moi, c'est vraiment une thérapie qui est utile pour tous les troubles et dans toutes les approches. C'est de la philo-psycho, si vous voulez. C'est une manière de réfléchir pas que à soi, mais aussi à soi dans son existence, à réfléchir à la notion de liberté, à la mort, au sens de la vie. Et donc ça, c'est un bon complément d'approche psychologique pour ce traitement, bien sûr.
Chromosome B. Pour revenir au livre Alexandra Lecard, il y a une figure, un dessin qui montre l'iceberg de la dermatillomanie. Je voudrais vous demander très brièvement d'expliquer de quoi il s'agit. Et surtout, il explique, entre autres, comment l'entourage peut aider. Et je vous demanderai aussi quelques mots là-dessus. Oui, bien sûr. Alors, l'image de l'iceberg est très connue, donc je l'avais repris, parce que c'est vraiment très utile. Et j'ai moi-même, apporté, je l'ai adapté à la dermatillomanie. Donc c'est vrai que le principe de l'iceberg, c'est le fait que l'entourage, les professionnels, le monde extérieur voit certaines choses et d'autres qui ne peuvent pas voir, en fait, que seul le patient connaît. Donc par exemple, on peut en dermatillomanie se dire que la personne souvent se cache, qu'elle rate souvent des soirées ou des occasions sociales de sortir. Elle programme quelque chose, elle annule au dernier moment. On la trouve irritable. Elle va souvent chez le dermatologue. Elle achète plein de crèmes. On peut dire, tiens, beaucoup de maquillage. Qu'est-ce qu'elle est dans l'apparence? Qu'est-ce qu'elle est coquette? Elle met beaucoup d'argent. Elle est souvent fermée. Qu'est-ce qu'elle fait ou qu'est-ce qu'il fait? Voilà, en fait, pas du tout derrière. Donc c'est l'autre aspect de l'iceberg. La personne, en fait, a fait une crise, a honte, et dans l'isolement le plus total. Il y a des personnes qui sortent pas du week-end. Il y a des personnes qui font pas de sport ou qui vont pas à des soirées ou plein d'événements sociaux à cause de l'apparence de leur peau. Alors déjà, pour pas la montrer et pas que ça se voit, il y a l'été aussi, qui est très compliqué pour les dermatillomanes, petite traduction de skin picker, très compliqué de sortir avec des t-shirts et des shorts, etc. Donc ça, c'est des personnes aussi, par exemple, qui mettent des pulls l'été. Voilà, donc c'est des personnes, comme pour tous les troubles psychologiques, de toute façon, qui sont souvent jugés. Mais comme l'entourage n'est pas au courant que la personne souffre de crise qui a un impact sur son corps, on n'en veut pas à l'entourage, ils peuvent pas le savoir non plus. Donc il y a vraiment ce qu'on voit de l'extérieur avec des petits signes mais pas grand chose, puis donc beaucoup d'évitement surtout, et puis en fait derrière c'est de la souffrance psychologique, beaucoup de honte, de culpabilité, une mauvaise estime de soi, beaucoup de colère contre soi, c'est très difficile à vivre. Arrête de te gratter ou mieux comprendre la dermatillomanie, c'est le texte que vous publiez, Alexandra Lecard, aux éditions Henrik B. C'est un texte très nouveau dans son genre, on en a très peu parlé, donc évidemment pour toutes les personnes qui sauront de quoi il s'agit, il faut le lire. Vous écrivez dans ce texte, vous terminez en disant « L'amour passe par la peau » et vous consacrez un chapitre à l'importance du contact physique. Vous citez Paul Morand, vous dites « L'amour est aussi une affection de la peau ». Pourquoi est-il important de regarder cet aspect, parler de l'amour? Oui, puisque déjà en psychologie, on s'aperçoit dans le traitement de ce trouble que c'est des personnes, pas toutes, mais souvent, qui ont manqué de contact physique, de câlin, donc de démonstration physique de la part des parents ou de l'entourage. La personne elle-même a du mal à s'aimer et elle attaque sa peau. Alors même si c'est pas de l'automutilation ou de la scarification, c'est quand même un comportement auto-agressif. La personne se fait mal, certes sans le vouloir, mais vraiment après la crise permet de pas ressentir les choses. La personne est dissociée en état de semi-conscience, mais après la crise, elle peut avoir mal, elle peut saigner. Donc il y a vraiment un rapport au corps qui n'est pas dans l'amour de soi, qui est dans l'agression, la colère, comme un bourreau et une victime qui viendraient donc face à face, un petit peu avec le miroir. Il y a un petit peu cette image-là. Et on s'aperçoit effectivement que les patients ont vraiment des problèmes d'estime de soi. Ces personnes s'aiment pas beaucoup, elles se jugent énormément, elles sont très perfectionnistes. Le plaisir passe toujours après le travail. Et à chaque crise, c'est une grande déception qui s'installe et donc une estime de soi qui baisse d'autant plus. Donc le contact physique est vraiment recommandé, j'ai envie de dire, pour le traitement de cette pathologie. Mais il faut se rappeler que ces personnes ont un problème de contact, déjà, dû à des traumatismes, des agressions, on en a parlé, ou le fait de ne pas être habitué du tout d'ailleurs au contact physique et au câlin. Donc ça pourrait être un traitement, mais pas tout de suite, parce que la personne, quand elle souffre de dermatillomanie, ne veut pas du tout qu'on la touche, parce qu'elle a plein de plaies, de cicatrices et de blessures.
c'est vraiment une agression pour elles d'être touchées. Donc on peut comprendre tout ça et les laisser venir à leur rythme pour réapprendre à s'aimer et puis être à nouveau en contact avec les autres et pouvoir retoucher, mettre les corps en contact, soit avec les autres. Voilà. Alexandra Lecard, est-ce que je peux vous demander pour terminer cet entretien une maxime, une devise, un aphorisme, quelque chose qui pourrait caractériser soit votre état d'esprit en ce moment, soit votre relation avec la vie et le monde en général? Oui, bien sûr. Il y a une citation de Paul Salomon que j'aime beaucoup, qui est une philosophe que je suis, qui dit notamment que être bien dans sa peau, c'est s'accepter, s'aimer, offrir son visage au souffle du vent et respirer par tout son corps. Alors j'aime beaucoup cette phrase parce que elle parle de pratiquement tout ce que reflète la dermatillomanie. Donc être bien ou pas dans sa peau, s'accepter, donc évidemment c'est un challenge en dermatillomanie. S'aimer aussi, offrir son visage. C'est vrai que dans la dermatillomanie, 80% on va dire des triturages concernent le visage, souvent. Toutes les parties du corps sont concernées, mais il y a beaucoup le visage. Donc j'ai été impressionnée par ce passage parce que j'ai eu l'impression que c'était presque fait pour le livre. Et puis évidemment un visage au souffle du vent et un corps qui respire par tous les pores de sa peau un petit peu. J'ai une approche un petit peu spirituelle aussi des choses que je n'ai pas exprimées dans le livre, mais j'espère que les personnes qui le liront comprendront mieux ce trouble et vont s'interroger sur elles-mêmes pour s'aimer davantage et surtout s'accepter imparfait. Alexandra Lecard, merci. Merci à vous. Chromosome B. Le podcast des éditions Henrik B. Agitateur de neurones. Chromosome B. Retrouvez les ouvrages des éditions Henrik B dans toutes les bonnes librairies et sur henrikb-édition.com.